Des éminences grises venues des 4 coins du monde se sont donné rendez-vous au Sénégal pour repenser la question de la croissance en Afrique, les enjeux du développement, l'efficacité de l'aide en Afrique, la gestion des couches sociales. Les pays partenaires au développement en Afrique, les enjeux de financement, les coopérations entre l'Afrique et le reste du monde ont été abordés lors de ce colloque tenu dans un hôtel de la Place dans la capitale sénégalaise. En termes de financement et de coopération, il semblerait que la destination Afrique soit très prisée. Le colloque était alors l'occasion de poser la bonne question: pourquoi l'Afrique n'arrive toujours pas à décoller? En termes de négociation, est-ce que l'Afrique est-elle assez outillée? Est-ce que les procédures et les termes de l'échange avantagent-elles toujours à l'Afrique? Le point focal de cette réunion, c'est d'abord faire le point sur la situation de l'aide en Afrique. Est-ce que l'aide a été efficace en Afrique, dans le sens de promouvoir le développement inclusif? Et deuxièmement, c'est de savoir comment promouvoir la voix de l'Africain dans le débat sur l'aide au développement, puisqu'on constate que dans le passé, c'est les bailleurs de fonds qui ont dominé le débat sur le développement et sur l'aide au développement, alors que les bénéficiaires sont dans le besoin c'est eux qui expriment le besoin, mais leur voix ne se fait pas entendre. Donc c'est ça ce qu'on veut faire, voir ce qu'on constate en fait au niveau de l'efficacité de l'aide et voir comment promouvoir la voix des pays africains. Des économistes avertis et forts de plusieurs années d'expérience sur le développement et la maîtrise de la croissance économique en Afrique ont mis en commun leurs études. Le professeur Ali Mbaye, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a accueilli ses collègues venus de différents horizons et ayant en commun leurs réflexions croisées sur l'économie africaine. Je pense que la CEDEAO, je ne critique pas mon pays, je parle de la CEDEAO, doit réajuster sa stratégie. Il y a des choses à faire pour qu'on obtienne le résultat que l'on veut, qui est que, je l'ai dit à Tivaouane, le président Jammeh a pris lui-même la décision de nous informer et d'informer le monde entier que les élections se sont déroulées chez lui et qu'il a perdu les élections et qu'il félicite le vainqueur. Et il a été auréolé de gloire à travers le monde. Tout le monde l'a salué, l'a félicité. Une semaine après, la donne a changé à son niveau. Il a dit autre chose. Et depuis lors, on est tous embarrassés. On est tous très gênés. On ne sait pas comment résoudre ce problème. À mon avis, on doit beaucoup réfléchir sur les discours qui sont faits dans les médias. Ça peut envenimer la situation, ça peut créer beaucoup plus de problèmes. Le Sénégal, comme la Guinée, comme la Mauritanie, comme le Mali, comme tous les pays de la CEDEAO, nous avons tous intérêt à une solution la plus juste possible, la plus rapide possible. Honnêtement, je pense que nous en sommes à ce que le président Jammeh nous a dit la première fois, qui est que M. Adama Barrow a gagné les élections dans son pays et qu'il l'a félicité. Nous l'exhortons parce que nous le connaissons et nous l'avons fréquenté dans le passé. Nous l'exhortons à tout faire pour revenir à ce discours et en même temps nous demandons à l'autre partie de rassurer le président Jammeh, de lui tenir le discours, qu'il le mette dans les conditions où il peut effectivement revenir à son premier discours, qui est de concéder, d'accepter la défaite, d'accepter la victoire de M. Barrow. Et comme il l'avait dit à M. Barrow, je suis à votre disposition pour qu'on continue de construire la Gambie. Je vous demande de travailler sur la paix et la stabilité, parce qu'on ne peut rien faire en Afrique sans paix et stabilité. Je le traduis exactement comme il l'avait dit. À mon avis, c'est ça. Le reste, les détails tactiques, les détails techniques, la stratégie pour y arriver, je suis désolé. Ça, si je devais dire quelque chose, la primeur reviendrait au chef de l'État du Sénégal. Le Forum des femmes de l'espace Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau était en conclave ce mardi 27 décembre à Ziguinchor. L'objectif est de se prononcer sur la situation post-électorale en Gambie. Ce forum des femmes des 3 pays réaffirme son engagement d'apporter sa contribution pour une situation non violente en Gambie. Nous savons que toute la partie nord de la Casamance va avoir beaucoup... Cette zone-là va être également une zone aussi qui va connaître des tourbillons.
nous allons nous organiser aussi pour voir dans quelle mesure, si la situation s'empirait, ce que nous, femmes de la Casamance, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, ce que nous pouvons faire pour aider nos sœurs qui vivent dans cette zone-là. Donc il y a beaucoup d'initiatives que nous comptons prendre à l'endroit des populations de la Gambie, mais également des populations qui vivent en Casamance. Nous croyons à la non-violence, à la résolution pacifique des conflits. Nous allons appliquer ces instruments, ces outils-là pour continuer à chercher la paix. Ces femmes militantes des droits humains privilégient le dialogue pour ne pas sombrer dans la violence après le 19 janvier 2017, date de la fin de mandat du président Yahya Jammeh. Il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'au 19 janvier 2017 pour agir et faire des médiations. C'est maintenant que nous devons le faire avec les populations gambiennes, car nous sommes pour le changement. Ce changement que nous attendions depuis toujours, c'est un challenge et nous l'acceptons. Et ensemble, nous allons nous battre pour le même but. So we have to make sure that we move the stakeholders so that we all agree on the issues that we need to move at this point in time. Cette déclaration est le premier acte d'un plan d'action concocté pour le Forum des femmes, lequel entrevoit une rencontre avec les protagonistes de la crise gambienne pour créer des conditions d'une stabilité. Barack Obama et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont rendus ensemble au mémorial de l'USS Arizona à Pearl Harbor. Il a été construit au-dessus de la coque du cuirassé du même nom, détruit par l'aviation japonaise le 7 décembre 1941. Il rend hommage aux plus de 1100 marins qui ont perdu la vie dans l'attaque. C'est la première fois qu'un Premier ministre japonais visitait le mémorial. Comme Barack Obama lorsqu'il s'est rendu à Hiroshima, Shinzo Abe n'a pas prononcé d'excuses pour l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Nos pays qui ont éradiqué la haine et cultivé l'amitié et la confiance sur la base de valeurs communes prennent désormais la responsabilité d'interpeller le monde au sujet de l'importance de la tolérance et du pouvoir de la réconciliation. Barack Obama a quant à lui déclaré que la paix était toujours plus bénéfique que la guerre. Devant un parterre de vétérans, il a loué l'alliance américano-japonaise qui n'a jamais été aussi forte, a-t-il rappelé. La présence du Premier ministre Abe ici aujourd'hui nous rappelle ce que les nations et les peuples peuvent accomplir ensemble. Les guerres peuvent se terminer, a-t-il déclaré. Les plus fervents adversaires peuvent devenir les alliés les plus solides. Les fruits de la paix valent toujours plus que le butin de la guerre. Les deux chefs d'État ont ensuite serré la main à 3 survivants de l'attaque qui étaient présents. Ils ne sont plus que 5 à être encore en vie. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'évoquer l'avenir des relations entre les deux pays face à la menace de la puissance militaire chinoise. C'est un problème lié au volet des ailes de l'avion qui serait à l'origine du crash du Tupolev 154 au large de Sotchi en Russie. C'est une source anonyme au sein du comité d'enquête qui l'a révélé à l'agence Interfax. Un site d'information russe affirme par ailleurs s'être procuré l'enregistrement sonore des derniers mots prononcés par l'un des pilotes, indiquant aussi un problème avec les volets des ailes de l'appareil. Le Tupolev 154 s'est écrasé avec 92 personnes à bord. Il appartenait au ministère de la Défense et transportait plus de 60 artistes des Chœurs de l'Armée Rouge qui se rendaient sur la base militaire de Hmeimim en Syrie pour célébrer le Nouvel An avec les soldats russes. 2 hommes qui tiennent désormais en grande partie le destin de la Syrie entre leurs mains. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entendus sur un cessez-le-feu étendu à l'ensemble de la Syrie. L'information a été révélée par l'agence de presse turque Anadolu. Il devrait prendre effet à partir de mercredi soir minuit et vise à appliquer à tout le territoire syrien ce qui a été instauré à Alep il y a 2 semaines et qui a permis d'évacuer les civils de la 2e ville de Syrie. Comme les accords de cessez-le-feu précédents, ce plan exclut les groupes terroristes. Reste à savoir quelles organisations sont qualifiées de terroristes. La question reste en suspens dans la mesure où Ankara et Moscou soutiennent des partis adverses dans la crise malgré leur rapprochement de ces derniers mois. Au nord de la Syrie, la Turquie continue son offensive sur la ville d'Al-Bab, un bastion stratégique tenu par l'État islamique. Le président Erdogan a accusé mardi les Occidentaux
de l'avoir laissé tomber et de soutenir Daesh et les Kurdes. Les combats à Al-Bab sont les plus meurtriers pour l'armée turque depuis le début de son offensive en août dernier.